Bonjour, contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission Tous Frères. Aujourd'hui, je vous invite à la rencontre de passionnés qui collectent des objets. Qu'il s'agisse de timbres, d'objets religieux ou encore de morceaux de nature, certains les accumulent par amour des belles choses, d'autres pour transmettre une mémoire. Vous l'aurez compris, nous allons donc parler du verbe collectionner. Direction La Réunion, à la rencontre de Christian, un passionné d'objets anciens. Pour lui, tous racontent un morceau de l'histoire réunionnaise, d'où l'importance de les sauver de l'oubli. Il les trouve notamment dans les brocantes. Nous découvrirons aussi sur place le premier marché des collectionneurs, un lieu où la mémoire et la curiosité se rencontrent. On vous emmène découvrir un autre passionné, cette fois de coquillages. Luc vit à Tahiti et possède une collection impressionnante récoltée un peu partout dans le monde. Pour lui, chaque coquillage est un trésor de la mer façonné par l'océan. Dans la chronique cette semaine, nous verrons avec Aurélie quels sont ces objets collectés par les croyants dans les différentes religions. Collectionner, comme dans l'histoire de Sainte-Hélène, mère de l'empereur Constantin, considérée comme la première grande collectionneuse du sacré, une histoire que nous raconte Luciano. Collectionner, comme l'a fait Sainte-Hélène. Remontons le fil du temps et allons à la découverte de 3 moments clés de cette impératrice chrétienne. C'est vers 250 après Jésus-Christ que naît Hélène en Bithynie, l'actuelle Turquie. Elle vient d'un milieu humble. Certains historiens disent qu'elle aurait été servante d'auberge. Malgré ses origines modestes, elle devient la compagne de Constance, un haut magistrat romain. En 272, elle donne naissance à un fils nommé Constantin. Peu avant de devenir empereur, Constance répudie Hélène pour épouser une femme de haut rang. En 310, Constantin, son fils, devient empereur romain. Il prend sa mère, Hélène, chez lui. Il l'élève au rang d'Augusta, c'est-à-dire d'impératrice. Fervente chrétienne, elle utilise sa position pour soutenir les chrétiens à travers l'Empire. Selon certaines sources, Hélène aurait influencé Constantin dans sa foi. Ce qui est certain, c'est qu'en 313, l'empereur proclame un édit de tolérance à l'égard des chrétiens qui étaient jusqu'alors persécutés dans l'Empire romain. En 326, Hélène commence un pèlerinage en Terre Sainte. Arrivée sur le site du Golgotha, lieu de la crucifixion du Christ, elle constate qu'un temple païen dédié à Vénus est érigé. Elle fait entreprendre des fouilles de ce lieu et c'est avec stupeur qu'il découvre dans une cavité 3 croix et même un écriteau avec l'inscription en hébreu, grec et latin « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». La légende raconte que l'on fit toucher à une femme gravement malade les 3 croix découvertes. Ce fut la 3e qui opéra un miracle, la guérison instantanée de la femme. La voici donc, la croix du Christ. Hélène va commencer ici une collection sacrée. Elle prend 3 fragments de la croix, les clous, l'écriteau, qu'elle ramènera plus tard à son fils. Soutenue par l'empereur, elle fait détruire le temple païen et lance sur ce lieu la construction d'une basilique, la célèbre basilique du Saint-Sépulcre. Ainsi, Sainte Hélène a été une véritable collectionneuse du sacré. Grâce à elle et au soutien de son fils, on a retrouvé des trésors si précieux qu'on en parle encore aujourd'hui. Et comme toujours, nous retrouvons Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Myriam. Direction La Réunion, plus précisément du côté de Saint-Pierre et Saint-Denis, où nous avons rencontré un passionné d'objets anciens. Exactement Muriel, mais avant j'ai une question pour vous. Quand je dis collectionner, vous pensez à quoi vous ? Aux timbres, aux stylos, aux figurines, aux images. Voilà, et vous remarquez, la plupart du temps, les collectionneurs, ils se concentrent sur des catégories d'objets bien distincts. Ce n'est pas le cas du passionné que nous avons rencontré. Regardez, c'est Christian, il a 60 ans et il collectionne ce qu'on appelle les objets longtemps, comme on dit à La Réunion, des objets anciens qui ont entre 50 et 100 ans et qui va dénicher sur toute l'île, notamment sur les brocantes. Ici, on a même un marché de collectionneurs qui a lieu à Saint-Pierre. D'accord.
D'accord. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il partage sa passion avec d'autres. Tout à fait. Christian intervient aujourd'hui dans des écoles, dans des médiathèques aussi, pour sensibiliser à la préservation de ces objets du patrimoine réunionnais. Quels sont ces trésors à collectionner qui témoignent de notre passé? En quoi collectionner nourrit-il notre mémoire commune? Reportage d'Anna Bélissance. Dimanche, c'est jour de brocante à Saint-Pierre. Un rendez-vous que Christian Kishnapa Naidoo ne louperait pour rien au monde. Depuis le lever du jour, il scrute les étals à la recherche d'objets anciens de l'océan Indien. Vers 5 h du matin, je croise mes camarades collectionneurs. Le premier arrivé, ce sera le premier servi. Il faut arriver très tôt. Un collectionneur est d'abord un enquêteur. L'objet, on va le sculpter voilà, de fond en comble. On va bien le palper, le toucher, le regarder. Et si on peut avoir un petit peu d'historique avec le vendeur, le brocanteur, voilà, ils peuvent nous raconter. Mais j'aime bien savoir. La Sainte Famille, Marie, Jésus et Joseph. C'est vrai que ce tableau-là représente beaucoup les familles rayonnaises. Christian collectionne entre autres les objets religieux anciens pour ce qu'ils révèlent sur les pratiques familiales du siècle dernier. Bonjour ami, ça va? Après 30 ans de brocante, il sait vers quel vendeur se tourner. D'où ça? C'est des Christ en ivoire de Dieppe. En ivoire de Dieppe. Et l'ivoire, bien sûr, il y avait une période où on faisait pas mal d'objets vraiment magnifiques. Ah oui, celui-là aussi, il est pas mal. Une rareté saisit l'œil du collectionneur photographe. Un appareil du siècle dernier en plaque de verre sur son trépied. On mettait comme ça, là, on regardait dessus. C'est un peu grâce à la photographie que Christian a commencé à collectionner dans les années 90. C'est bon, je vais prendre. Pour lui, l'histoire révélée par chaque objet doit être racontée au plus grand nombre, en particulier à la jeunesse, car elle dit parfois ce qui ne figure pas dans les manuels scolaires, comme cet instant de vie de la période de l'esclavage, immortalisé en gravure. Une pièce rare et précieuse, mais le collectionneur doit faire des choix. Après une courte négociation, il repart avec l'appareil photo et 2 chandeliers anciens, 60 € le lot. À bientôt. Okay. Collectionner, c'est aussi investir pour sauver ces trésors de l'oubli. Comme ces cafetières appelées Greg, qui racontent à elles seules l'histoire du café, et bien plus encore. C'est vraiment toute l'histoire de la Réunion, toutes les étapes du café, comment on le prépare. Ça, c'est aussi le travail de l'artisan, le ferblantier. Mon grand-père était ferblantier. J'ai des souvenirs là-dessus. C'est une tôle ancienne, donc ça vaut le coup. Si on ne retrouve plus des modèles comme ça, c'est bon. Je vais prendre ces deux-là. On ne se rend pas compte quand on boit un café, comment ça fait parler l'histoire d'un pays, l'histoire d'un peuple. C'est vrai que les petits-enfants ne vont pas savoir. Ben non, c'est mon travail, c'est ma passion. Et à travers ça, m'y fait comme le gardien de la mémoire en fin de compte. Christian quitte la brocante avec dans son sac les 2 Greg, mais aussi l'appareil photo, les 2 chandeliers d'église en laiton, une râpe réunionnaise et un sabre du Brésil. Moins de 100 € dépensés et de nouveaux témoins du patrimoine immatériel de l'île à faire parler. Le collectionneur stocke des centaines d'objets dans différents endroits de l'île. C'est à la lecture de son arbre généalogique que sa démarche résonne. Esclave sur tel domaine. Christian n'a pas étudié l'histoire. Autodidacte, il a appris grâce à ses objets, mais aussi auprès des aînés, comme sa maman. C'est une personne âgée, c'est une bibliothèque vivante. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Voilà, pouvoir enregistrer parce qu'elle a... Ah, voilà. Donc ça, c'est une preuve. Je vais parler des anciens, je vais parler... Donc ça, voilà. Souvent dans les expositions, quand je fais des conférences, il y a un objet qui va... Quand je vais parler quelque chose de très fort, de très puissant, elle va réagir. Pour Christian, les objets anciens ne font pas que témoigner, ils ont une âme qu'il faut honorer. Il aimerait les mettre en sécurité dans un écomusée. Et dans sa collection, il y a un livre qu'il conserve précieusement. Ce catéchisme, il a plus de 100 ans. Ça appartenait à mon arrière-grand-mère. C'est elle qui marchait avec ce bâton-là. Je l'entendais marcher avec. Et elle me racontait l'histoire de Moïse, de Joseph et tout ça vendu par ses frères. C'est vraiment des planches, des dessins magnifiques avec l'explication à côté. Quand je suis parti aux archives départementales, on m'a dit « Monsieur, gardez ça parce que c'est très rare ». C'était relié par vraiment un relieur qui travaillait aux archives départementales et Suliagan. Il a 103 ans aujourd'hui.
Le centenaire Sully Argan n'est pas seulement le dernier relieur de livres de La Réunion. Il a aussi semé la graine de la collection sur l'île. Pas étonnant qu'il soit accueilli en rockstar au stand des philatélistes du premier marché des collectionneurs organisé à Saint-Denis. Il y a 30 ans, 40 ans, j'allais devant son petit atelier qui m'a donné envie de collectionner des timbres. Et si aujourd'hui je suis devant tous ces timbres-là, c'est grâce à Monsieur Argan. Près d'un Français sur 8 déclare avoir déjà collectionné au cours de sa vie. Je collectionnais les cartes téléphoniques aussi. Mais bon, c'était dans la jeunesse. Maintenant, je collectionne les bons moments avec vous. La première valeur de la collection, c'est sentimental. En fait, on a tous une collection d'enfants. Mais tu as des gens qui vont faire la collection quand ils sont petits, ils vont arrêter la vie active, et après, quand ils sont à la retraite, retour à sa jeunesse, en fait, on va recollectionner. Mais depuis quelques années, une nouvelle génération de collectionneurs se distingue. Arthur a même fait de sa passion pour la collection son métier. Je sais que la France est un des premiers consommateurs de mangas et de produits dérivés au monde, aux dérivés japonais au monde. Je sais que la Réunion est une des régions de France qui est le plus consommateur aussi. Donc, je suis collectionneur depuis quasiment ma naissance. J'ai eu mes premières cartes ou figurines quand j'avais 3 ou 4 ans. Je pense qu'à la Réunion, il y a beaucoup de collectionneurs qui sont chacun de leur côté, qui ne savent pas forcément qu'il y a des communautés. Par exemple, c'est une carte qui a déjà 2 ans, elle a monté un petit peu de prix, donc là on la vend à 130 € par exemple. Et quelle que soit la passion, c'est toujours le temps qui donne de la valeur à l'objet. C'est de la guerre mondiale. Ouais, la seconde ou la première. Seconde. Collectionniste, par exemple, si on a une maquette de cet avion et qu'un jour il est retiré de cette compagnie, on aura toujours un souvenir et après, avec le temps, ça prendra un peu de valeur sentimentale. Témoin du passé ou de l'évolution de la société, la jeunesse tient l'avenir des collections entre ses mains. En France, les 18-25 ans sont les plus nombreux à se passionner pour les objets. Et restons sur l'île de la Réunion, à la rencontre de notre invité. Cette fois, nous allons à Bras-Panon, c'est comme ça qu'on dit, hein, merci, avec Prosper Ève. Bonjour, vous êtes professeur émérite d'histoire moderne à l'Université de la Réunion. Alors, collectionner les objets anciens, comme le fait Christian, qu'on a vu dans le reportage, est-ce que c'est une tradition à la Réunion ? Je ne dirais pas que c'est une tradition. Oui, il y a des collectionneurs, mais il ne faut pas croire que tous les Réunionnais ont la possibilité de collectionner, puisque vous avez bien vu qu'il faut quand même avoir une certaine capacité financière pour acheter ces objets que l'on trouve sur ces marchés. Et donc, avec l'évolution de l'histoire, à un moment donné, on était en train de se débarrasser des objets anciens, que ce soit le mobilier ou même les documents écrits. Et ce qui fait que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un retour vers la reconnaissance, vers l'identité, donc la connaissance de son histoire. Et voilà ce que l'on pourrait dire. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut généraliser. Donc, les gens comme Christian Kishnapanaydu ne sont pas légers. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un attachement de certains Réunionnais pour la collection d'objets religieux ? Alors, là aussi, c'est pareil, que c'est toute proportion gardée. Il y a des familles qui ont conservé les anciens livres, les anciens psautiers, les anciens livres de messe, puisque ces gens étaient quand même de familles aisées, ils pouvaient acheter des objets qui étaient vendus, donc ils peuvent avoir une bonne trentaine de livres de messe et même de livres de chant, etc. Et au cours de l'histoire, en quoi l'action des collectionneurs a-t-elle été essentielle pour préserver la mémoire ? Tout effort qui est fait pour sauvegarder les traces du passé est méritoire. Donc, même si, j'ai dit, les collectionneurs ne sont pas nombreux, les actions qu'ils mènent, parce qu'il y a aussi des collectionneurs d'instruments de musique. Et cette passion a été à l'origine de la mise en place d'un musée des instruments de musique dans le siège de Salazie, dans la maison d'Orange. Malheureusement, c'est un outil qui a connu des ennuis financiers, donc il est maintenant fermé. Mais vous voyez bien, le fait qu'une personne, qu'un individu
mettre en place une collection, ça peut ensuite servir pour organiser un espace muséal afin de restituer l'histoire au plus grand nombre. Dans votre vie, est-ce que vous avez vu un objet de collection qui vous a aidé à comprendre peut-être votre objet de recherche en histoire? Vous savez, l'historien, lui, il est passionné de documents, hein, documents de tous ordres, hein. Il y a bien sûr des documents iconographiques, mais aussi, surtout, les documents écrits. Donc, les pièces que l'on peut trouver parfois donc, chez les antiquaires, hein, eh bien, sont très utiles à l'historien. Par exemple, quand il va en France visiter toutes les malles qu'on a au bord de la Seine, là, on peut trouver des bouquins rares et des documents rares sur l'histoire de la Réunion. Et qu'est-ce qui fait justement la valeur d'un objet collectionné pour un historien? Vous savez, quand on trouve un document, ça peut ça peut apporter, oui, une couche d'information complémentaire et ça peut permettre d'infirmer ce qui a été dit avant ou de confirmer ou de faire évoluer la connaissance. Donc, tous les documents sont utiles et l'historien doit exploiter tous les documents, à condition, bien sûr, d'exercer la méthodologie qui lui a été enseignée, à savoir d'analyser, de critiquer. L'historien se distingue par son esprit critique. C'est pourquoi il ne faut pas... Souvent, on dit, on a une vision un peu négative de l'histoire officielle, parce que c'est écrit à partir des documents officiels, des administrateurs, etc. Mais ces documents peuvent apporter des informations, même si c'est produit par des policiers, par des gendarmes ou par des administrateurs, ça peut apporter des informations sur la vie quotidienne. Ce sont des informations contenues dans le document qui doivent être passées au crible de la critique pour faire évoluer la connaissance. Merci beaucoup, Prosper Ève. Je rappelle que vous êtes professeur émérite d'histoire moderne à l'Université de La Réunion. Merci à vous. Direction maintenant la Polynésie, plus précisément à Punaouia. Punaouia, Voilà. pardon, cher Polynésien, où nous avons rencontré un passionné qui collectionne depuis l'âge de 16 ans. Tout à fait. Regardez, c'est Luc. Aujourd'hui, il a 81 ans sur cette photo-là. Ah bon? Ah, d'accord. Ouais. Ça fait 67 ans qu'il collectionne. Et vous devinez quel objet, Muriel? Ah, bah les coquillages. Tout à fait, bravo. Luc a plongé aux 4 coins du monde pour enrichir sa collection. Il a développé un réel réseau d'échanges avec les conchiophiles du monde entier. C'est comme ça qu'on appelle les collectionneurs de coquillages. Qu'est-ce qui lie le collectionneur à l'objet qu'il collectionne? Reportage de Jérôme Pompierre. À l'âge de 16 ans, j'ai accompagné ma grand-mère pour le Vanuatu. Là-bas, j'allais à la plage, je trouvais beaucoup de coquillages. J'ai commencé à ramasser, à mettre dans des caisses et à plonger. Et je trouvais les coquillages tellement jolis que pendant les 6 mois que je suis resté au Vanuatu, j'ai fait que je cherchais des coquillages presque tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai été passionné par les coquillages. De là, j'ai collectionné. Je suis parti dans plusieurs pays, l'Australie, les Philippines, l'Asie, quoi. Brésil un peu, j'étais à Oman, à Mascate, un peu à Dubaï. J'ai plongé un peu partout. Et je trouvais tous les coquillages beaux. Personne n'avait de collection de coquillages dans ma famille. Il n'y a que moi. J'ai 81 ans. Ça fait un bon bout de temps que je collectionne. Devant moi, j'ai ma collection de coquillages. Ce sont des coquillages du monde entier. Je me les procure en faisant des échanges avec les coquillages d'ici, en les achetant. C'est ma deuxième vitrine de coquillages et j'en ai plein dans les cartons. Je les classe par variété de Cyprea. Cyprea, c'est que des porcelaines. Ils ont tous des noms latins. Et il y a énormément de variétés avec des formes bizarres. Les plus beaux en forme, c'est les murex. On dirait de la dentelle. Hein. Ce que les gens aiment, c'est les porcelaines parce que ça brille, alors que le cône est plus terne. L'un de mes plus beaux cônes,
C'est un cône qu'on a trouvé aux Marquises, dans une baie où on a enterré Paul Gauguin. Du coup, on a appelé ce cône le Conus gauguini. Je vais te montrer ma pièce maîtresse qui n'est plus là. C'est une porcelaine que j'ai pêchée en Calédonie. Et après, un Thaïlandais qui avait un musée à Phuket voulait absolument l'avoir, et j'ai fini par l'échanger. Les coquillages en Polynésie, c'est fréquent, mais le Polynésien, il n'est pas collectionneur de coquillages. Il ramasse les coquillages pour faire des colliers, pour décorer, mais ils ne sont pas vraiment collectionneurs. Ma famille aime bien, mes amis aiment bien les coquillages. Et quand ils viennent, c'est un plaisir pour eux de regarder cette collection de coquillages. Et dans la chronique cette semaine, Aurélie, voyons ensemble quels sont ces objets sacrés collectionnés par les croyants des différentes religions. Exactement. Et on va commencer, Muriel, par les hindous. Parmi les objets sacrés qu'ils gardent précieusement, il y a, regardez, les malas. Ce sont des chapelets qui ont plusieurs vertus. Je vous les ai préparés juste ici, regardez. Alors d'abord, ils servent à la récitation des mantras. Pour les hindous, ils ont un pouvoir sacré qui les aide donc à méditer et à prier. Ensuite, ils favorisent la connexion au divin parce que chaque chapelet à 108 grains, un nombre sacré dans l'hindouisme qui représente l'unité et qui relie l'humain au divin. Et selon la matière des grains du chapelet, là, ceux que vous voyez juste là, ils sont en rudraksha. Les grains ont aussi une influence sur l'âme. Alors, le rudraksha, ça sert à amener la protection. Donc, c'est comme une amulette de protection. Mais ils peuvent être aussi en bois de santal, par exemple, pour attirer la purification, ou en améthyste pour la tranquillité d'esprit. Selon le bienfait recherché, le croyant portera le bon mala. Il est donc important d'en avoir toute une collection. D'accord. Et chez les musulmans, il y a une collection d'objets sacrés aussi. Tout à fait. Regardez, on va donc chez les musulmans, on va parler de l'eau de Zamzam. C'est dans ce puits qu'on récoltait l'eau de Zamzam au 19e siècle. Alors pour l'histoire, selon les musulmans, cette eau a permis à Agar, seconde épouse d'Abraham, et à son fils Ismaël de survivre dans le désert. Aujourd'hui, chaque musulman en pèlerinage à la Mecque va boire à cette source et il en rapporte aussi pas mal de bouteilles à la maison. Alors, on va parler des bienfaits maintenant. Dans un hadith, récit de la vie du prophète Mohammed, il dit que c'est un don divin, une eau bénie qui permet donc, si on a la bonne intention, d'apporter la baraka. La baraka, c'est la chance ou l'abondance en arabe. Ensuite, l'eau de Zamzam incarne la miséricorde de Dieu pour Agar. Donc, en les collectionnant, les croyants espèrent attirer à eux cette miséricorde. Et enfin, le prophète dit aussi aux musulmans que cette eau est un remède contre les maladies. Les musulmans espèrent donc aussi obtenir la guérison. D'accord. Et cette fois, chez les bouddhistes, est-ce qu'il y a également une collection d'objets anciens? Oui, regardez, on va aller... Alors, pas forcément anciens, ils sont de tout temps. D'accord. Mais chez les bouddhistes, on va parler des moulins à prière. Regardez, c'est ce petit objet-là. Alors, parfois, il peut tenir dans la main et parfois, il peut être beaucoup plus gros et se retrouver dans chaque pièce de la maison. Alors, il y a plusieurs vertus. Regardez, on est juste là. On va essayer de vous montrer en même temps. Voilà. D'abord, c'est une source de rayonnement de l'énergie divine. Donc, elle protège. Elle protège notamment de l'agitation mentale ou des ondes négatives extérieures. Il permet aussi la connexion au divin parce qu'il utilise les 3 éléments bouddhistes essentiels, le corps qui tourne la roue, la parole qui est récitée continuellement et l'esprit qui est une méditation, qui est en méditation même. Et enfin, il génère du mérite karmique parce que faire tourner un moulin à prière, ça revient à réciter tous les mantras qu'il y a à l'intérieur. Donc ça purifie les éléments négatifs du karma du croyant. En résumé, les croyants de toutes les religions cherchent une élévation spirituelle qui va bien au-delà de l'objet. Dans la piété populaire, et quelle que soit sa religion, chaque croyant a besoin de concrétiser son lien à Dieu. Cela passe parfois par collectionner des objets religieux, comme autant de témoins d'événements qui nous relient au divin.
Merci Aurélie. Et nous vous proposons une visite cette fois-ci dans le premier musée des Beaux-Arts des Antilles françaises. Il se trouve à Saint-François en Guadeloupe. Il propose un panorama de 150 tableaux, dessins et sculptures avec une collection d'artistes principalement guadeloupéens. Et sur le site internet de France Info, regardez cet article qui est consacré aux bandes dessinées et aux jeux de société qui sont des trésors pour les collectionneurs. Chaque jeu raconte une histoire familiale, des moments de joie et de nostalgie. Et pour finir, autre collection, cette fois celle d'une athlète qui est Vanessa Cash. Elle collectionne quoi ? Eh bien, les médailles. Cette Calédonienne a déjà décroché son 6e titre de championne de Calédonie de squash. Et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et vous allez pouvoir retrouver toutes nos émissions sur Internet, sur notre site internet tousfrères.tv. Et dites-nous quels sont les objets que vous collectionnez, vous. On vous retrouve sur les réseaux sociaux pour ça. Et vous, Aurélie, quels sont les objets que vous collectionnez ? Moi, je collectionne rien du tout. C'est vrai ? Oui, c'est pas du tout mon truc, la collection, j'avoue. Peut-être que je manque un peu de patience, je crois. Par contre, j'en ai rencontré des collectionneurs et c'est vrai que quand ils me racontent comment ils dénichent les objets, comment ils et le sentiment qu'ils ont quand ils le retrouvent, ouais, c'est ça en fait. On a l'impression qu'ils vont à l'aventure, un peu à la chasse au trésor. Ça, du coup, ça devient beaucoup plus intéressant pour moi. Et ben moi, quand j'étais petite, figurez-vous que je collectionnais les timbres-poste. Pourquoi ? Parce que je les trouvais tout simplement beaux. Et puis, mon père, voyant ça, il m'a dit « Ah bah tu sais, tu as un grand-oncle qui collectionnait aussi les timbres. » Et j'ai pu avoir donc ces cahiers de timbres et je les ai collectionnés. Ça sentait bon, vous savez, le papier ancien. Et c'est vraiment comme si, en fait, je tournais des pages de l'histoire de ma famille que j'essayais de perpétuer la tradition en espérant évidemment que vous aussi, vous continuerez sur ce chemin. Belle semaine à vous et à bientôt.